très nombreux travaux en psychologie du développement, et là depuis longtemps, ont rejoint des hypothèses que les psychanalystes faisaient, en particulier sur l'importance de l'audition fœtale. Et c'était déjà des choses que des gens comme Dolto ou Chamberlain avaient suggérées il y a déjà très longtemps. De nombreuses études ont montré l'importance de l'audition fœtale, donc, et de la mémorisation des sons entendus intra-utéro. On a eu 2 exposés magistraux là-dessus au début de cette séance, donc je vais aller très très vite. Je citerai simplement le terme de Marie-Claire Busnel, que je trouvais très joli. Il y a une culture prénatale. Voilà. La familiarisation, je la cite encore, avec l'environnement culturel, commençant non pas à la naissance, mais au cours de la vie fœtale. Fœtus, d'ailleurs, qui, d'une certaine façon, commence à entendre par la peau, et les stimulations sonores sont vibratoires. Je me suis interrogé beaucoup pour avoir observé des enfants autistes, par exemple, qui, lors de séances d'écoute musicale, collaient leur corps contre le baffle pour apercevoir les vibrations. Alors, ce système auditif, certes, il est immature, mais il est fonctionnel, et il a été donc largement exploré depuis maintenant 30 ans, plus de 30 ans. Des études sur l'existence d'une continuité transnatale ont pu établir, grâce à diverses techniques, que le nouveau-né, ça a été dit, donc je vais très vite, préférait entendre des voix à tout autre son, une voix féminine, la voix de sa mère, et même que lorsqu'on lui faisait, il ne distinguait pas la voix de sa mère filtrée, comme on peut supposer qu'il l'entend in utero, et sa voix aérienne perçue après la naissance. Il semble donc bien qu'ils le reconnaissent comme semblable. Comme le note Marie-Claire Busnel, les travaux reliant émotion maternelle, de plus, émotion maternelle et bien-être fœtal, ont complété ce tableau de la vie de relations intra-utérines, hypothèse donc déjà formulée par les psychanalystes. Mais ce qui intéresse les analystes, c'est au niveau des sons et au niveau de la voix, cette sorte de distinction entre 2 versants qui ont été d'ailleurs abordés tout à l'heure. D'une part, celui de l'intonation, de la tonalité, de la fréquence, du rythme, tout ce que, par exemple, les travaux comme ceux de Colwyn, Trevarten et d'autres ont mis en évidence concernant la prosodie de la voix maternelle, cette manière si particulière qu'ont les mères de parler à leur bébé, que Trevarten avait appelé Motherise, qui a été traduit en français par Marie-Christine Lasnik, par Mamanet. Le rythme, la musicalité, la prosodie maternelle sont, semble-t-il, essentiels dans le développement de l'enfant. Mais il y a d'autre part aussi une reconnaissance des émotions de la mère par le bébé, mais cette reconnaissance n'est effective que si ces émotions sont exprimées dans la langue habituelle de la mère, dans sa langue. Il y a donc une imprégnation fœtale des caractéristiques de la langue le plus souvent entendues. Donc d'une part, la sensorialité de la langue, et d'autre part la langue au sens du langage, les mots d'une langue, etc. Je vais très vite, mais on pourrait dire que comment comprendre aujourd'hui une formule comme celle de Lacan? Avant de parler, le sujet est parlé. Il est pris dans le langage, il est donc parlé. Les phonèmes sont discriminés, on l'a dit très précocement. Je viens d'apprendre que c'est 2 jours, ce qui était, je pensais que c'était beaucoup plus tardif, mais c'est très très impressionnant. Les mots aussi, et tout ce qui est reçu c'est aussi et avant tout ce qui a été dit, la préférence pour la prosodie avant les phonèmes par Madame Petit, c'est avant tout ce qui affecte le langage quand il est parole, toute cette musique de la langue. Or, l'éducation, l'avancée en âge, va faire taire cette dernière facette, et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui retourne au silence, qu'est-ce que ça devient? Car d'une certaine façon, la parole de l'enfant va en conserver un certain temps les vestiges, mais peu à peu, la part liée à la voix tombe dans le silence et reste le langage. Or, la clinique regorge d'exemples qui témoignent de ce passage qui concerne une perte de jouissance, appelons-le comme ça, si vous êtes d'accord. Elle n'affecte d'ailleurs pas que la voix. Je me souviens, quand j'étais interne, un collègue avait fait l'expérience de boire du lait maternel en gynéco-obstétrique, et la sensation qu'il avait, c'était du dégoût. Or, c'est pour autant ce qui a satisfait d'une façon absolue le bébé, et l'alimentation, c'était l'aliment exclusif et privilégié propre à le satisfaire. On le voit d'ailleurs dans la clinique des adultes, comment, par exemple, le retour de ces impressions toutes premières, quand elles prennent une signification incestueuse, deviennent absolument insupportables.
Je pense par exemple à cet homme qui d'un seul coup ne supportait plus sa femme, il avait même presque des réactions de dégoût, parce qu'elle avait la fâcheuse habitude, enfin en tout cas ça a démarré à un certain moment de sa vie, elle a eu la fâcheuse habitude de le réveiller en lui parlant mamanais. Hein, alors bonjour le petit bébé, enfin le réveiller comme ça, d'un seul coup ça l'avait rendu complètement impuissant. De même, également, ce patient qui me racontait comment il avait, à un moment donné, alors là, on n'est plus dans le champ auditif, on est dans le champ visuel, il était tombé passionnément amoureux d'une femme, pour diverses raisons, on rationalise toujours dans ces cas-là, et puis un jour, chez les amis, il est assis derrière elle, et il s'aperçoit qu'elle a cette légère déformation du dos qui lui est extraordinairement familière, et qu'il n'avait pas repéré jusque-là, une scoliose, dont la mère était affligée. La rupture a suivi dans les jours. Voilà. Donc, à la fois, nous recherchons ces traces, et quand elles se manifestent d'une façon explicite, non voilée, elles ont malheureusement ou heureusement des conséquences absolument dramatiques. Quelque chose donc se perd nécessairement. Il faut que quelque chose meure dans la voix pour que l'enfant accède au langage. Et par exemple, puisse se plier aux exigences du travail scolaire et user d'une langue neutre ou neutralisée qui semblera avoir fonction de communication, bien que certains mots, certains sons conserveront une valeur spéciale. Hein, car avec le langage, il faut le dire, le sujet fait autre chose que simplement communiquer, ce n'est pas un outil. Hein. Walter Benjamin disait cette jolie formule, avec le langage, le sujet se communique. L'homme se communique dans le langage, disait-il. La perte de ses premières sensations, de ses premières émotions, est ensuite recherchée par le sujet dans des lieux privilégiés du corps. Recherchée, mais peut-être retrouvée de façon voilée, d'une façon qui préserve une méconnaissance nécessaire. Recherchée et retrouvée dans des retrouvailles manquées qui relancent sans arrêt la quête. On pourrait lire toute la recherche du temps perdu, en ce sens, hein, véritablement, et mes exemples de tout à l'heure. Quant aux retrouvailles, n'êtes-vous pas frappé par la demande des tout-petits-enfants que vous leur racontiez tous les soirs exactement la même histoire, hein, alors que l'adulte veut du nouveau? Ou enfin, il va lire toujours le même roman, ou la même trame, hein, ce qu'on appelle les genres, par exemple, mais effectivement, il faut que ce soit différent. Et il est rare, généralement, qu'adulte, vous recommenciez aussitôt, au début, le livre que vous avez fini de lire la veille. Cette part de jouissance perdue sur le plan de la voix est ce que nous retrouvons transposé dans la musique et dans la poésie, par exemple, un écho de ces voix chères qui se sont tues. Eh bien, quand le poème fait surgir quelque chose qui privilégie le son sur le sens, comme le soulignait Jacobson, quand la prosodie ressurgit derrière la signification, et que la signification ne l'écrane plus, nous sommes en contact avec quelque chose qui, effectivement, était passé au silence. On peut penser ici à la sonate de Vinteuil, hein, dans Proust, par exemple, mais à 1000 autres exemples, car c'est un des secrets de l'art, pas seulement musical, c'est de montrer tout en voilant. D'où le statut si particulier du silence. Un compositeur contemporain, Jean-Yves Bosseur, définissait ainsi la musique. La musique vient du silence, disait-il, et retourne au silence. Et la place du silence en musique est devenue décisive dans la musique occidentale, dès le romantisme avec Beethoven, bien sûr Debussy, etc. Et l'apogée est sans doute le morceau de John Cage, que vous connaissez, 4 minutes 33 secondes de silence, qui témoigne en fait de l'impossibilité du silence. Et d'ailleurs se pose pour nous la question de savoir pourquoi nous appelons silence ce qui n'en est pas. Puisque le silence en tant que tel, le pur silence est impossible. Pire, vous entendriez les bruits de votre corps. Ce qui est attendu dans le silence n'est pas là. Et ce qui est attendu manque. Cage, c'est le son de ce piano, parce qu'il y a un piano sur la scène. C'est le son de ce piano qui ne joue pas. Et le silence désigne l'absence de ce quelque chose qui est espéré ou redouté, dont la présence est espérée ou redoutée. Et ça, c'est un point tout à fait essentiel. Or, cette dimension du silence, c'est un moment très important, cela a déjà été dit aussi, dans la vie de l'enfant, car si des bruits, des sons accompagnent ces jeux, l'enfant qui joue seul en présence d'un tiers sait et peut être silencieux. Dans ce silence surgissent des bribes de mots, des phrases,
les bruitages divers qui accompagnent le mouvement des jouets, car ces sons font vivre ces jouets. Mais il n'est pas indifférent qu'il les produise lui-même, puisque c'est aussi une façon de se rendre maître des jouets qui miment et soutiennent sa vie imaginaire et fantasmatique. Car ces bruits, ces sons, ces prosodies, ces mots, ces bruits divers soutiennent le sujet. Ils sont un de ses points d'appui. On peut donner un exemple très simple qui est observé par exemple en réanimation néonatale. Catherine Vanier, qui crée un livre et qui mène des recherches sur ce terrain, eh bien, un certain nombre d'enfants qui font des arrêts respiratoires lorsqu'on les débranche, lorsque la machine, eh bien, les pédiatres ont trouvé le moyen de maintenir l'enfant débranché sans pour autant trouver un moyen de juguler ces arrêts respiratoires en maintenant la machine en fonctionnement alors qu'elle n'oxygène plus le bébé. Donc, ces premiers sons ne sont pas simplement des productions ou des apprentissages, ce sont aussi des supports du sujet. Ces sons sont les reliquats, ce sont les reliquats, nous avons tous nos madeleines ou nos machines, des sonorités qui ont accompagné les premiers temps de la vie, et évidemment, en premier lieu, la voix maternelle. Donc, tous ces sons, et puis ces retrouvailles, et le ressurgissement de ces effets premiers sont ce qui nous intéresse et qui nous paraît tout à fait essentiel. Mais parfois aussi, il y a dans la clinique des sons qui apparaissent des sons de pure leurre. Ce n'est pas comme dans l'émotion esthétique ou dans l'art, ce sont des sons qui voilent mais qui ne montrent rien. Par exemple, les patients phobiques, ceux qui allument, qui dès qu'ils rentrent chez eux allument la télé ou la radio, etc., qui n'écoutent pas mais qui ne peuvent pas être dans un environnement silencieux, sous peine d'angoisse, font penser d'ailleurs tout à fait à la même chose. C'est le même mécanisme que la peur du noir chez l'enfant. Ce n'est pas le silence en tant que tel. J'ai un petit garçon un jour qui m'avait expliqué la peur du noir. Il m'avait dit, c'est parce que dans le noir, si on me regarde, je ne sais pas d'où on me regarde. Il ne m'avait pas dit ça comme ça. Il m'avait dit, je ne sais pas si on me voit. Voilà. Eh bien, la même chose, la phobie, la radio, la télé qui marche toute la journée, eh bien, on ne sait pas quelle voix pourrait surgir. Parce que les voix, ce n'est pas nécessairement toujours sonorisé. Je vais hésiter aujourd'hui à vous parler d'un sujet que je connais mieux que ces questions, qui est la question de l'hallucination. Et je pensais à un de mes patients, un patient que je voyais à l'hôpital, halluciné, qui se mettait des morceaux de papier, c'était très drôle. Il arrivait avec des papiers roulés dans les de papier journaux roulés dans les oreilles, et ça arrêtait, si c'était du papier journal. Il donnait à Kleenex, ça ne marchait pas. Parce que le papier journal, les mots qu'il entendait étaient transformés en lettres. Voilà. Et ça, du coup, c'est une question très intéressante dans cette articulation, précisément à l'écriture. Alors, c'est vrai, on en a eu un exemple magnifique tout à l'heure, c'est vrai que la question c'est une question du monde contemporain, de l'industrie. Si l'industrie produit, c'est qu'il y a une demande, on ne fait pas que la fabriquer. Bien sûr qu'il faut aussi, la demande ne fait pas que créer l'offre, l'offre crée aussi la demande, mais le monde moderne produit à profusion des objets pour boucher les trous. Ça ne marche pas seulement que pour les oreilles. La production en masse des obèses, c'est tout à fait du même ordre concernant un autre trou du corps qui est la bouche, mais aussi pour les oreilles, bien sûr, du Walkman, l'iPod, etc., les écoutes continues de nos adolescents, avec tous les inconvénients de l'intensité, du niveau sonore, des sons compressés, etc., l'absence de nuances. Et voilà. Or, si on est attentif à ce qui se passe là, ce qui est recherché, ce n'est pas tout à fait quelque chose, en généralisant, on dit toujours des bêtises, mais disons, dans la plupart des cas, ce n'est pas quelque chose qui est du côté de la pure émotion esthétique. Il y a quelque chose dans ce qui est recherché, en particulier en montant le niveau sonore, qui flirte avec le seuil même de la douleur. Quelque chose qui est recherché, qui est de l'ordre d'une jouissance, véritablement, qui n'est pas celle de l'émotion esthétique. Une jouissance vibratoire qui prendrait tout le corps, par exemple. Eh bien, ce qui est proposé dans cette perspective, c'est l'illusion que nous allons pouvoir, et le marché aujourd'hui fonctionne là-dessus, que nous allons pouvoir récupérer cette jouissance initiale perdue, qui nous fait courir tout le long d'une vie, cette jouissance initiale perdue que nous avons perdue pour nous humaniser, si vous voulez, et
dont le marché contemporain, l'économie moderne, nous promet la récupération ici-bas, quand les religions avaient la sagesse de nous promettre pour l'au-delà. Effectivement, du coup, ce qui se crée pour ces sujets, c'est un lien quasi addictif à la matière sonore. C'est une question véritablement... Et ce qui m'a intéressé dans la présentation de 60 millions de consommateurs de Mme Guibert tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on se demande si une idée... Enfin, ce serait une interprétation un peu paranoïaque, mais on peut se demander si, au fond, ces caractéristiques... deviennent maintenant les caractéristiques des jouets pour enfants, c'est-à-dire avec un niveau extrême. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose véritablement d'utiliser de ce que nous avons appris des adolescents pour séduire les tout-petits? Alors, voilà, il y a certainement lieu, me semble-t-il, comme le propose Christian Hugonnet, un débat de civilisation sur ce que nous donne à entendre. Merci.